Bonjour, et donc merci de votre présence et de votre fidélité pour un certain nombre. Donc par le passé, nous avons déjà effleuré le thème de l'argent à plusieurs reprises, que ce soit à propos des héritages, des séparations ou des ruptures. Mais cette année, nous avons souhaité pousser plus loin la réflexion en mettant l'argent au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de déployer le plus possible les multiples facettes de l'argent, de ses fonctions, ses valeurs symboliques, jusqu'aux enjeux dont il est l'objet, afin d'aborder cette complexité liée à ses représentations et à ses usages. Donc, comme vous voyez, c'est tout un programme. La journée commence et, comme d'habitude, je laisse la parole à Sabine pour le propos introductif. La valeur économique de l'argent n'est jamais seulement économique, mais toujours aussi psychologique et anthropologique, nous rappelle Georges Simmel. L'argent est-il totem ou tabou, ou bien totem et tabou? Enjeu d'ambivalence ou objet paradoxal? Si l'argent reflète les rapports sociaux et la structure économique de chaque période de l'histoire, il est aussi le reflet des conceptions du monde, des mythes contemporains. La valorisation de l'argent comme fin en soi imprégnerait les rapports sociaux et la culture dans notre société contemporaine, confrontée à une crise économique durable. Comment penser l'argent? Quelle valeur morale, éthique lui donner? Quelle place veut-on lui fixer dans une existence estimée vraiment humaine? Les premières pièces en chocolat, ou celles trouvées au réveil sous ton oreiller après avoir perdu tes dents de lait, ou encore celles que tu as déposées avec jubilation dans ta tirelire, depuis ta plus tendre enfance, tu es confronté à l'argent. Et maintenant que tu as découvert son existence, il ne te quittera plus. Tu en auras besoin, mais pas forcément à la même dose que ton voisin. Alors, quitte à vivre avec, mieux vaut le connaître. Synonyme de réussite et de pouvoir pour certains, entrave au bonheur pour d'autres, l'argent a une histoire et une actualité dont la richesse mérite le détour. Les liens de l'intimité sont traversés par les réalités économiques, mais la logique marchande se différencie de la logique de l'intimité. Nous sommes tous renvoyés à notre propre représentation de l'argent, et chacun a sa propre histoire sur laquelle il va bâtir son attitude éducative vis-à-vis de ses enfants. L'argent que l'on gagne à la sueur de son front, celui qui ne tombe pas du ciel, ni en cadeau, ni en gros lot. L'argent, manière de satisfaire ses besoins, ses désirs. Quand je donne de l'argent à mon enfant, quel est le sens de ce don? A-t-il une contrepartie? Est-ce la rétribution jugée équitable pour service rendu? Est-ce pour le faire dépendre de moi? Ou pour compenser l'amour que je ne lui donne pas? Pour lui faire plaisir et partager ce que l'on possède? Quelle valeur et représentation de l'argent transmettons-nous à nos enfants, nos adolescents? Et quelle fonction lui assigne-t-on? L'argent est au cœur d'enjeux implicites, intrapsychiques et relationnels qui contribuent à la place de chacun dans le couple et dans la famille. Nous héritons pour une part de nos familles une culture de l'argent, cadeau ou fardeau, bagage parfois encombrant et méconnu, qui colorera nos relations au sein du couple et de la famille. Il parlera de nous, de nos rapports de dépendance, de nos attachements sécures ou insécures construits dans notre enfance. Dans les coulisses des comptages arithmétiques de l'argent se dévoilent parfois l'irrationnel et la passion, la subjectivité et l'affectif.
dans l'apprentissage du donner et du recevoir, s'engage quelque chose de notre identité et de notre rapport à l'altérité. Savoir donner requiert la confiance en ma propre valeur et une certaine attention aux besoins de l'autre. La capacité à recevoir implique de se penser digne de recevoir, reconnaître que nous sommes dans le manque de quelque chose. Cela demande d'identifier ses besoins et de savoir les exprimer. Dans notre monde contemporain, la famille, la société, la culture dans laquelle nous sommes immergés façonnent notre relation à l'argent. La société également, à travers l'argent, façonne sa relation à l'individu au point d'en faire une marchandise. Qu'en est-il de ce que l'on nomme pauvreté, précarité, paupérisation? Comment les familles, les individus, fragilisés par la crise, composent-ils avec les mythes et réalités d'une société qui prône toujours plus d'autonomie, de consommation, alors même que s'accroît la visibilité de leur dépendance sociale pour assurer leur simple subside? À l'adresse des intervenants socio-éducatifs et soignants que nous sommes, le contexte global de ce que l'on nomme précarité pose la question du comment répondons-nous à la demande de soutien et parfois à la non-demande formulée par les personnes en détresse psychosociale. Nous sommes interrogés par la montée des comportements de non-recours face aux dispositifs d'aide existants et la tentation de repli comme signe de dépression clinique. L'étude de l'UNICEF révèle que 17% des enfants vivraient dans une précarité générale, au sens que lui attribue Robert Castel, en tant qu'incertitude généralisée qui affecte les liens sociaux et contribue à produire des individus en souffrance. Comment pouvons-nous contribuer à créer un rapport adéquat à ces familles, à ces adolescents et jeunes adultes, sans créer de dépendance supplémentaire, ni exercer une trop forte contrainte à la subjectivation de leurs difficultés, alors que la société pose l'injonction d'être auto-entrepreneur de sa vie. Les enfants et les adolescents que nous rencontrons se révèlent souvent protecteurs face aux fragilités de leurs parents, de leur famille, éprouvant parfois des sentiments de honte sociale qui, en demeurant indicibles, s'avèrent délétères pour leur évolution. Dans son essai d'anthropologie naïve, intitulé « La mort de l'argent », Denis Blondin nous rappelle que l'argent est une invention humaine qui a connu un incroyable succès, mais qui arrive peut-être à son terme parce qu'elle crée plus de nouveaux problèmes qu'elle n'en résout. Soyons donc naïfs et croyons en un ferment d'utopie capable de faire lever de nouvelles formes d'engagement individuel et collectif. Je vous remercie. Bon colloque. Le programme est tracé, donc nous allons pouvoir commencer avec la première intervention de Madame Monique Selim.